et le Gabon participe à midi à votre présentation d'un plan pour sauver le continent africain et peut-être nous sauver avec. Bienvenue Jean-Louis Borloo, c'est un plaisir de vous accueillir. L'avenir de l'Afrique est devenu chez vous une sorte d'obsession, en tout cas de passion. À l'origine de votre action, il y a une simple carte de l'Europe et de toute l'Afrique qu'on est en train de montrer. L'Europe et l'Afrique la nuit. Et qu'est-ce que ça donne? Oh, c'est simple, l'Europe est totalement éclairée et l'Afrique est dans le noir, à quelques exceptions près, la côte méditerranéenne et l'extrême sud. En 2 mots, on a à côté de nous, 14 kilomètres de l'Europe, un continent qui double sa population en 25 ans, dont 1/4 des mamans ont accès à la lumière. Il faut bien comprendre que ce bouleversement est majeur et ça mérite un véritable plan stratégique. Je m'explique. Sans lumière, sans électricité, il n'y a pas d'eau potable, pas de croissance, pas d'éducation, pas de santé. Et à l'inverse, ce continent qui est plein de richesses, qui se développe, 5% de croissance, est notre relais de croissance majeur. L'économie européenne est atone, elle est faible. Le grand relais de croissance de l'Europe, c'est l'Afrique. Mais pour ça, il faut de l'énergie. Alors, je reviens, j'étais avec le président du Gabon hier, avec celui à Rome, avec celui de Congo-Brazzaville. L'autre jour, là, je pars à Harare. Enfin bref, je les ai à peu près tous rencontrés. Tous disent la même chose. Jean-Louis, écoutez les enfants. Nous, on a heureusement vécu une démographie extraordinaire. Si vous prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, si la France avait eu la démographie de la Côte d'Ivoire depuis 1960, nous serions 240 millions. Donc l'Afrique, ces jeunes États africains, très très jeunes, sans moyens, ont déjà tenter, apporter les infrastructures pour une telle croissance. Maintenant, ça s'accélère. Parce qu'il y a des pays africains qui ont déjà une croissance forte, alors que d'autres n'en ont pas. Il y a une inégalité. C'est des bassins de vie. Voilà. C'est des bouts. C'est-à-dire, en gros, les zones urbaines. Et vous avez une déstabilisation des campagnes dans le noir vers les zones urbaines plutôt éclairées, que les zones urbaines ne sont pas capables d'absorber. Mais alors, il y a des États qui importent du pétrole pour leur développement, qui l'exportent, et puis d'autres disposent du bois des forêts. Ils sont en train de faire une déforestation qui est dangereuse, qui est comme source d'énergie. Monsieur le Cabas, alors au-delà de tout ça, je voudrais dire en 2 mots. Il y a 7 ans, on prévoyait pour 2015 50 millions de portables. Il y en a 650 millions. Ça veut dire quoi? 180 millions d'accès à l'électricité, à la lumière d'un côté, 650 millions de portables d'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Méditerranée est un tout petit lac, que l'information circule et que nous sommes le même continent. L'Europe et l'Afrique, c'est le même continent. C'est pas seulement la distance. Le portable a réduit la distance. Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, moi, je trouve que l'Europe s'ennuie. Vous vous rendez compte si à partir du 1er janvier on démarre cet énorme programme, mais le supplément d'âme même pour l'Europe. Alors c'est le plan Borloo-Zenawi pour sortir l'Afrique du noir. Le plan, c'est un plan de quelle durée? 7-10 ans. Combien il coûte chaque année? Alors coûter ou investir? Investir. C'est 4 milliards d'euros par an pendant 12 ans en subventions. 200 milliards en prêts, donc ça c'est du financement privé, ça coûte strictement rien. Ça fait 3% de croissance du PIB pour l'Europe, c'est-à-dire le plus grand investissement, la plus grande rentabilité que l'Europe ne pourra jamais faire. Qui finance? Mais c'est évidemment, c'est notre intérêt. Je préfère financer. Mais attendez, vous avez juste pas compris, monsieur El Kabbach, que l'Europe c'est croissance quasi zéro. Là, s'il y a 100% d'électrification de l'Afrique, c'est 3% de croissance en Europe. C'est des milliers de milliards d'euros. C'est extrêmement rentable. On peut ajouter la création d'une agence africaine de l'électrification. Africaine. Absolument. Et vous allez le présenter tout à l'heure. Et l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Par exemple, vous êtes allé voir Martin Schulz, vous êtes allé voir Juncker, qui vous dit qu'il y a son plan de 315 milliards. Qu'est-ce qu'il fait avec? Non, mais Jean-Claude Juncker, on a discuté, mais on a des instruments, tout ça. Bon, j'ai dit, écoute, Jean-Claude, tous les ans, il y a 10 millions d'Africains en plus qui n'ont pas d'accès à l'énergie. C'est ça la réalité. Bon. Qu'est-ce que vous disent François Hollande ou vos amis Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, si vous les voyez? Il y a une, alors d'abord, le gouvernement, le président soutient totalement. Il met de l'argent, il n'en a pas. Mais l'argent, on le met par les entreprises. Mais le gouvernement finance, m'a promis. Mais honnêtement, on va pas rentrer là-dedans. Le gouvernement finance. Les réseaux diplomatiques sont à disposition. Vraiment, le soutien total. Mais c'est fait discrètement. Inga, en République démocratique du Congo, est le plus puissant barrage d'Afrique. C'est aussi un des exemples les plus démonstratifs de ce système. Depuis sa mise en route, les pannes se succèdent. Cet ouvrage représente le plus emblématique de ce que l'on appelle les éléphants blancs. Ces réalisations pharaoniques qui n'ont fait qu'aggraver la dette extérieure des pays avec des objectifs qui n'avaient rien à voir avec le développement humain ou économique.
mais davantage avec la recherche du profit maximum pour les investisseurs. Reste aujourd'hui au peuple congolais à régler la facture d'une centrale qui n'a pas été conçue pour lui, mais bien pour fournir de l'énergie aux mines du Katanga à 2000 km de là. Ce qui me révolte, c'est cette complicité des multinationales, c'est cette complicité de certains pays et hommes d'affaires, et même les hommes de sciences, qui nous ont proposé une grosse machine pareille, mais aujourd'hui, nous arrivons dans une situation où pratiquement nous devons payer la dette sans pour autant que nous puissions avoir de l'électricité. Mais le grand problème, nous nous demandons, lorsque nous avons des institutions financières comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, quand on faisait ces débats sur la construction du barrage, ces institutions savaient que nous n'allions pas utiliser toute l'électricité. Mais ils nous ont fait construire ce barrage parce que c'était en faveur des grandes multinationales. Aujourd'hui, c'est le peuple congolais, le petit peuple, qui paye. Donc pour moi, c'est une dette odieuse et en fait, c'est une dette normalement qu'on devait répudier, c'est clair. Et on devait même demander des dédommagements à toutes ces entreprises-là qui nous ont apporté du matériel qui n'ont pas fonctionné. Inga est un exemple de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais c'est aussi un exemple d'un investissement qui peut marcher. Vous avez mentionné Inga 3 ou 4. Notre intérêt est de voir que les investissements existants dans Inga sont effectivement utilisés pour produire de l'électricité pour le peuple de la RDC. Et peut-être que dans un avenir lointain, Inga pourra aussi fournir de l'électricité ailleurs. Mais nous n'en sommes pas encore là. Maintenant, la priorité est de mettre Inga en route. L'idée était de relier le barrage Inga à l'industrie du Katanga et donc de faire passer le courant par une ligne à haute tension qui survolait presque la totalité du pays. Donc on pouvait à tout moment punir le Katanga en coupant l'interrupteur dans le Bas-Congo. Nous voulons l'électricité dans notre village, puisque ce courant, ça nous appartient. Et il y a d'autres pays étrangers, ils ont sollicité dans notre courant. Et nous-mêmes, les possesseurs du courant, comment être dans l'obscurité? La réponse, c'est que l'Angola, l'Afrique du Sud, la Namibie, le Botswana vont payer les autorités avec des devises, alors que les gens du Bas-Congo, ils présentent moins d'intérêt. Dans cette commune, comme dans toutes les autres communes, la grande difficulté, c'est cette fourniture en énergie électrique. Et comme le barrage, il a aussi ses problèmes, il ne peut pas fournir l'électricité dans toute la République, et plus particulièrement la capitale Kinshasa, qui connaît des très grands problèmes en fourniture d'énergie électrique. Et comme on peut le constater, on trouve des poteaux en bois, tels qu'ils sont là, et des fils qui traversent littéralement les toitures de maisons. Et avec cette situation, on risque de connaître des problèmes d'électrocution et voire même d'incendie des maisons.